Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. 2 cas de variole du singe ont été recensés en Côte d'Ivoire, l'un dans le département de Tabou et l'autre à Koumassi, dans la ville d'Abidjan. Les diagnostics ont été confirmés après l'analyse des échantillons biologiques effectués par les instituts Pasteur d'Abidjan et de Dakar. En Guinée, Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison, l'ancien président a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité dans le massacre du 28 septembre 2009. Le verdict a été rendu ce mercredi 31 juillet. Et nous vous le disions à l'instant, 2 cas de variole du singe ont été confirmés, ont été recensés en Côte d'Ivoire, l'un dans le département de Tabou et l'autre dans la commune de Koumassi. Selon les autorités sanitaires ivoiriennes, le premier cas concerne un homme de 46 ans, ouvrier agricole, résident à Ibboké, qui se présentait au centre de santé le 1er juillet 2024 avec des symptômes tels que la fièvre, les céphalées et les éruptions cutanées. Le second cas, un jeune homme de 20 ans, élève et résident à Koumassi, campement, a développé des éruptions cutanées et buccales le 14 juillet 2024. Les diagnostics ont été confirmés après l'analyse des échantillons biologiques effectués par les instituts Pasteur d'Abidjan et de Dakar. Dans le reste de l'actualité, les cabinets et les bureaux d'études d'impact environnemental et social ont été formés aux droits des enfants. C'est une initiation en rapport avec l'environnement, mais aussi avec le réchauffement climatique. La formation s'est déroulée hier et aujourd'hui à Cocody. Elle est organisée par la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable en partenariat avec Save the Children. Bienvenue Kwao. Vulgariser les nouvelles dispositions du Code de l'environnement et outiller les cabinets d'études d'impact environnemental et social sur la participation de l'enfant. Objectif, améliorer les connaissances de ces tout-petits sur les droits de l'enfant dans un environnement sain. C'est tout le sens de cet atelier de renforcement des capacités et de sensibilisation des cabinets et bureaux d'études d'impact environnemental et social face aux nombreux défis liés au changement climatique. Une initiative de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable à FAIRE-ADO, en partenariat avec Save the Children. C'est une plateforme d'organisation de la société civile qui s'occupe des questions de l'environnement en termes de gestion durable, l'environnement naturel, l'environnement humain, et qui fait la promotion du développement durable à travers le suivi des projets d'investissement de l'État de Côte d'Ivoire. Au fait, nous faisons la sensibilisation et nous suivons pour que les 3 piliers du développement durable soient pris en compte dans les projets d'investissement. Et les 3 piliers, comme vous le savez, il y a le volet environnemental, il y a le volet social et il y a le volet économique. Cette formation est soutenue par le ministère du Développement durable et de la Transition écologique. C'est une très bonne initiative puisque cet atelier a pour but d'amener tous ceux qui sont responsables des études d'impact environnemental et social à intégrer dans leurs actions, mais dans leurs activités, les droits de l'enfant. Cet atelier va amener toutes ces personnes et ces personnalités à pouvoir œuvrer de telle sorte que la génération actuelle qui bénéficient d'un certain avantage puissent œuvrer à travers leurs activités. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la protection des droits de l'enfant face aux effets des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement. Elle vise à préparer les enfants à des actions de lutte contre le changement climatique. Y a-t-il une différence entre le travail des enfants, justement, et les métiers dits socialisants qu'exercent ces tout-petits dans plusieurs villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Pour répondre à la question, rendons-nous sur la voie qui relie Zaguieta, dans le département de Bonan, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, région de la Maraoué. Ici, tous les soirs, vous le verrez, l'on assiste au ballet des paysans rentrant du champ avec leurs enfants. Grands ou petits, tout le monde prend une charge. Et pourtant, ces charges portées par les enfants ou même les activités qu'ils mènent au champ peuvent être considéré comme une exploitation. Théodore Zouzou et Gilles Tonia nous aident à lever l'équivoque. Axe Zaguieta-Bonan, dans le centre-ouest du pays. Il est un peu plus de 17 heures dans cette zone fortement agricole. Derrière ces feuillages, le soleil est à son déclin. La voie connaît une animation particulière. Les paysans reviennent de leurs différents champs à vélo, à moto ou à pied. Des champs situés de part et d'autre de cette route non bitumée. À leur côté, les femmes et les enfants. Ils portent fagots et d'autres charges sur la tête ou attachés à leur vélo. Le poids de l'objet transporté par les enfants varie selon leur âge.
Il n'y a pas de gaz. Quand on quitte au champ, c'est pas voir les fagots par là allumer nos feux. Ces enfants, pour la plupart, sont des élèves en vacances. Ils viennent donner un coup de main à leurs parents. Cyril Irié, fatigué, oblige les siens à marquer une pause. Il nous confie les raisons de sa présence auprès d'eux dans leur plantation. Je suis parti aider maman au champ. Je suis venu, il a piqué des bananes et je suis allé puiser l'eau. Et je suis parti aider mon papa à ramasser des maniocs. Une présence liée à une raison fondée selon ses parents. Ses petits frères et ses frères, et ils ont eu leurs moyens. Ils sont partis en vacances. Lui, il n'a pas eu. C'est ça, il lui a dit, comme tu n'es pas reçu, tu veux souffrir, va allons-y au champ. Ce que je fais là, si tu as fait pendant les 3 mois là, la rentrée là, tu vas prendre un papier à l'école. Si on vient au champ avec lui, c'est pas pour lancer une machette. Il est derrière moi. Tu le vois là, il me pose des questions au champ. Hein. C'est que moi je vais là, s'il a eu là, il va apprendre l'agriculture. Parce qu'il aime champ, il aime faire les jardins du champ. Tu le vois là, un gamin qui voit derrière nous là-bas, là, c'est lui qui a construit. Des raisons battues en brèche par un transporteur d'orange et aussi ce vendeur de vin de palme, tous deux pères de famille. Les enfants, eux, ne connaissent pas le champ. Ils sont à l'école, ils vont venir travailler au champ encore, moi je ne vis pas ça. Il peut envoyer qu'il faut aller payer, il faut aller payer Mazi. Je peux faire ça. Mais pour donner Mazi, il n'a qu'à aller travailler là, jamais. Au fur et à mesure que nous avançons dans la nuit vers Bonon, chef-lieu de département, nous apercevons ces fillettes et leurs mères détachant des bananes de leur régime. Un autre exemple de l'aide apportée par les enfants à leurs parents et des parents qui donnent la main à leurs enfants sur le chemin de la vie. Une fois à Bonon, nous avons voulu avoir l'avis d'un enseignant sur la question de l'aide apportée par les enfants à leurs parents. Pour ce conseiller vie scolaire, les enfants doivent rester à la maison. Ce n'est pas tout normal qu'un enfant à bas âge parte au champ et qu'il revienne avec des fardeaux sur la tête. Nous essayons de sensibiliser la population sur ce fait. La place de l'enfant se trouve à l'école, pas ailleurs. Un enfant qui ne va pas à l'école, le samedi, le dimanche, est fait pour se reposer. Il est contredit par ce motocycliste. À Bonon ici, papa qui va au champ là, ils ont des enfants à l'école. Donc, pour payer les scolarités, tout ça quitte au champ. C'est normal qu'ici, à congé, les enfants doivent aller aider les parents au champ. Pas prendre un peu. Le monde rural est conscient des conséquences du travail des enfants et de son interdiction. Paysans et enseignants s'engagent à bannir l'exploitation des enfants afin que l'école soit une réalité pour ces enfants de planteurs. Cependant, toutes les tâches exécutées par les enfants ne doivent pas être considérées comme un travail qui prive les enfants de leur enfance. La participation d'enfants ou adolescents au-dessus de l'âge minimum à différentes tâches qui n'affectent pas leur santé et ne nuisent pas à leur scolarité est positive. Ces types d'activités contribuent d'ailleurs au développement de ces enfants et au bien-être de leur famille. Ils les préparent à devenir des membres productifs de la société quand ils seront adultes. À Yamoussoukro, dans le centre du pays, le projet Star City bat son plein. La connexion Internet illimitée est gratuite dans quelques quartiers, mais elle va très vite s'étendre à tous les autres quartiers de la ville, ce qui fait bien évidemment le bonheur de la jeunesse connectée. C'est un projet du gouverneur du district autonome qui veut faire de Yamoussoukro et ses habitants des citoyens du monde. Théodore Zouzou. Entre le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et la jeunesse locale, dans toute sa diversité, c'est « Je t'aime, moi aussi ». Illustration, ce grand projet à son bénéfice, baptisé Star City et exécuté dans la Cité des Lacs. Désormais, tous les jeunes de Yamoussoukro ont un accès illimité à Internet et c'est gratuit. Dès que je suis arrivé à mon lieu de service ce matin, j'ai vu que mon téléphone signalait un truc, donc il rentre là-dessus, il voit UA. Il écrit dessus, c'est un Wi-Fi. Et la connexion est tellement rapide, on me dit mais qui a envoyé ce truc-là? On dit c'est le ministre-gouverneur qui nous offre ça au 220, pour la jeunesse de 220 précisément. Vraiment, c'est une fierté pour moi de me connecter à chaque fois quand j'aurai des recherches à faire en cas d'un besoin de recherche sur une panne d'un véhicule. Pour l'heure, seuls 3 quartiers sur 7 ciblés sont dotés de Wi-Fi. Ce sont le Millionnaire, l'Habitat et les 220 logements Carrefour du Bonheur, les secteurs avec lesquels s'ouvre la phase pilote du projet Star City. Le district autonome de Yamoussoukro annonce sa volonté de démocratiser l'accès à Internet dans un contexte où le numérique devient exigence.
Le réseau s'appelle WIA, W-I-A. En baoulé, ça veut dire soleil. Nous voulons mettre le Wi-Fi à haut débit gratuit à la disposition des gens. Notre cible, ce sont les démunis et les élèves. Si vous avez un téléphone portable, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un PC chez vous, vous pouvez nous connecter. Et de Yamoussoukro, vous branchez sur la bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou sur l'Institut national des archives à Paris. Donc c'est une ouverture de l'esprit qu'on veut apporter aux populations de Yamoussoukro. Augustin Thiam veut faire de Yamoussoukro la première ville connectée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'ici à 2025, tous les quartiers de la ville seront connectés au Wi-Fi haut débit. Et dans un autre chapitre, la mutuelle des agents comptables du Trésor public de Côte d'Ivoire a célébré Ali Kader Koulibaly. L'ancien patron de l'ACCT a passé 13 ans à la tête de ce département du Trésor. À son actif, de nombreuses innovations, dont la modernisation et l'amélioration des procédures financières et de contrôle au sein du Trésor. C'est ce que nous montre nous Sangari. Ils assurent la gestion et la tenue du compte unique de l'État et jouent un rôle essentiel dans la régulation de la trésorerie à travers la rationalisation des mouvements de fonds. Eux, ce sont les agents centraux comptables du Trésor. Ils se sont réunis pour célébrer un de leurs. Ali Kader Koulibaly, ce haut cadre de l'administration financière publique ivoirienne, a passé 13 ans à la tête de l'agence comptable centrale du Trésor, ACCT. Sous son leadership, de nombreuses réformes et initiatives ont été mises en œuvre, notamment la modernisation et l'amélioration des procédures financières et de contrôle au sein du Trésor. Vos collaborateurs voudraient, par ma voix, vous exprimer la haute estime et la très grande affection qu'ils éprouvent à votre égard. Ces années passées sous votre dynamique guidance compteront indéniablement parmi les plus belles de nos carrières respectives. Vous demeurez pour nous un précieux modèle, un dénoncier dont le parcours est hautement inspirant. Plusieurs distinctions honorifiques lui ont été décernées lors de la cérémonie, des distinctions qu'il a accueillies avec joie. Quand vous êtes un homme de devoir, le poste, il y a la fonction et la carrière. La fonction, c'était assister, mais la carrière doit se dérouler. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Si Dieu a fait que les autorités ont eu confiance en vous, pour un poste où la réglementation c'est tous les 3 ans ou tous les 6 ans, et que vous restez pendant 13 ans, je pense que vous devrez accepter de partir. Ce que je souhaite que vous reteniez, que nous retenions tous, ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, personne ne peut l'enlever. C'est en 2011 que Ali Kader Koulibaly a été nommé agent comptable central du Trésor avant d'être appelé à une autre fonction au ministère des Finances et du Budget, en qualité de conseiller spécial, poste qu'il occupe depuis mai 2024. En religion, la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 a organisé une conférence sur l'importance du Coran. C'était le week-end dernier et l'objectif était d'exhorter les fidèles musulmans à l'apprentissage du livre saint. Le reportage de Georgette Tido Fofana. Exhorter les fidèles musulmans à l'apprentissage du glorieux Coran, c'est tout le sens d'une conférence sur l'importance du Saint-Coran, organisée le week-end dernier par la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2. L'un des avantages d'une communauté, c'est de pouvoir assurer la formation de nos fidèles. Et donc cette conférence de ce soir rentre dans un programme que nous avons qui consiste à former réellement nos fidèles pour en faire des musulmans pieux, sincères et vraiment des musulmans qui connaissent parfaitement leur religion. Chacun doit apprendre à lire le Coran. Le conférencier et les participants saluent l'idée. On a axé notre intervention sur le fait que le Coran n'est pas un simple livre qui est lu, mais c'est une source de guidance, c'est une lumière pour le musulman et pour tous les croyants. Et les recommandations pour les fidèles, déjà, c'est de se cramponner au Coran, considérer le Coran comme étant le lien entre l'individu et son Seigneur. C'est une bonne initiative. Nous apprenons que l'apprentissage du Coran est vraiment nécessaire pour le musulman et ça nous suit dans tous nos parcours dans la vie. C'est bien pour nous ici-bas. Ce rendez-vous a été l'occasion pour le président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 d'annoncer la signature d'un partenariat avec une organisation d'enseignants pour un encadrement religieux gratuit des fidèles.
Dans le chapitre culture, le festival Violet et Blanc de Boisflé, la ville chef-lieu de région de la Maraoué, a rencontré un franc succès. C'est une rencontre culturelle qui fait la promotion des valeurs de la région, mais aussi invite les populations à maintenir la cohésion sociale. Le reportage de Kader Bachil et Théodore Zouzou. Il est plus de minuit à Boisflé et à la place Henri Conan Bédier. Les populations au sein desquelles les jeunes sont les plus nombreux assistent à divers spectacles avec beaucoup de plaisir. Bienvenue au festival Violet Blanc, événement annuel qui promeut le patrimoine culturel et touristique de la région de la Maraoué. La culture est l'identité de tout un peuple ici dans la région de la Maraoué. Alors nous devons tous œuvrer pour le brassage culturel et le vivre ensemble. Car la culture nous définit, elle définit chaque peuple. Le président Zoro a décidé de faire en sorte que la culture soit vraiment réorganisée, à l'instar du Zaouli, faire en sorte que le Saflo soit non seulement connu sur le plan international, afin que ça apporte un plus à notre région. Le thème de cette année 2024, Jeunesse et héritage culturel, est une exhortation aux jeunes de s'approprier leur culture. Dans cette perspective, ils sont sensibilisés à la culture locale grâce à des activités éducatives et artistiques. Ils peuvent avoir une claire idée du riche patrimoine culturel de leur région. Les jeunes qui s'adonnent au métier des arts et de la culture, ce festival les prend en compte et les forme davantage pour qu'ils puissent vraiment subvenir à leurs propres besoins. Nous voulons faire la promotion de notre culture, mais à travers des couleurs qui identifient notre région. Nous mettons l'accent particulièrement sur l'éducation de la jeunesse à travers nos cultures, à s'approprier nos valeurs culturelles, mais avec des activités qu'ils aiment. Le festival Violet Blanc se veut le défenseur et le promoteur du patrimoine culturel de la Maraoué. Danse traditionnelle, exposition d'œuvres d'art, concerts, concours de beauté et compétitions artistiques au menu. Indri Sabine, la commissaire générale et son équipe se félicitent de l'adhésion des populations et leur prise de conscience de la richesse culturelle de la Maraoué. La région de la Maraoué, connue pour son vivre ensemble et ses atouts naturels, possède un riche patrimoine culturel, immatériel et matériel. C'est de ce patrimoine qu'est issu le Zaouli, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À cela s'ajoute le violet et blanc, deux couleurs emblématiques de la Maraoué par lesquelles les populations, filles, fils et cadres expriment leur sentiment d'appartenance à leur belle région. La culture se place comme un élément important de toute population. C'est un identifiant. Au niveau de Bono, nous pensons pouvoir dupliquer ce genre de festival-là afin que la population n'oublie pas sa culture. Nous lançons toujours l'appel à tous les partenaires sociaux, aux gouvernants, aux institutions, aux collectivités de permettre l'épanouissement socio-culturel de la jeunesse. Toutes les grandes nations développées et industrielles tirent leur solidité dans la culture. Les participants du festival Violet Blanc sont venus de tous les départements qui composent la région de la Maraoué. Un instant au service du développement socio-culturel de cette région, mais aussi plateforme socio-culturelle et économique de la Maraoué. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison, l'ancien président a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité dans le massacre du 28 septembre 2009. Le verdict a été rendu ce mercredi 31 juillet. Pour rappel, le 28 septembre 2009 reste l'un des jours les plus sombres dans l'histoire de ce pays. Au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression de rassemblements de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Au moins 109 femmes avaient également été violées.
Et puis, nous vous le disions également, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est mort aujourd'hui en Iran. Selon les gardiens de la révolution, c'est une frappe israélienne qui aurait abattu le chef du Hamas. Il était en Iran dans le cadre de l'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Il a été tué en même temps qu'un de ses gardes du corps dans sa résidence en Iran. Ismail Haniyeh dirigeait le Hamas depuis 2017. Un responsable du bureau politique du Hamas a déclaré que l'assassinat d'Ismail était un acte lâche qui ne restera pas sans réponse. Sa mort, d'ailleurs, marque un tournant majeur dans le conflit à Gaza qui dure déjà depuis 10 mois. Une extension du conflit est à craindre selon des spécialistes. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.